Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. En tant que juriste à l'Agence départementale d'information sur le logement, nous allons vous présenter l'allocation mode d'emploi. Pour faire simple, il existe deux grandes typologies de location. La location nue, soumise à la loi du 6 juillet 89, et la location meublée, qui est partiellement soumise à la loi de 89. La loi de 89 s'applique par exemple pour des locations meublées quand il s'agit d'une résidence principale. Le bail mobilité, lui, est un bail de courte durée et les dispositions de la loi de 1989 ne s'appliquent que partiellement. Et la location saisonnière a un statut un petit peu hybride à part, en fait. Et la loi du 6 juillet 89 ne s'applique pas. Ce sont les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer. Alors, la loi de 89 s'applique à tout local vide, clos et couvert. Il doit s'agir d'une résidence principale, un logement qui est occupé au moins 8 mois par an, sauf exception visée par la loi, et qui est à usage d'habitation ou un usage mixte, c'est-à-dire une habitation et un local professionnel qui n'y a pas de caractère commercial. La location meublée a été définie dans la loi. Donc, qu'est-ce qu'un logement meublé? C'est un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, d'y manger et d'y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. C'est comme quand vous rentrez dans un appartement que vous louez, donc vous arrivez avec vos valises et effectivement, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le bien. La liste des meubles meublants effectivement a été mise en place par le décret du 31 juillet 2015. Et pour bénéficier de la location meublée, il faut que nous soyons en résidence principale, c'est-à-dire dans un logement occupé 8 mois par an, sauf exception visée par la loi. Bien évidemment, il y a la colocation, c'est une location d'un même logement vide ou meublé, occupé par plusieurs locataires qui constituent leur résidence principale. Donc nous avons choisi dans notre présentation de la faire en deux parties. Nous allons dans un premier temps aborder la location nue, puis dans un second temps la location meublée. Donc, avant toute chose, la location nue, nous allons voir ce qui se passe avant le contrat, ce qui se passe lors de la formation du contrat de bail, puis l'exécution du contrat de bail et enfin la fin du bail. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Donc, nous allons commencer avant le contrat. Donc, dès le stade de la mise en location, la réglementation impose des contraintes, un formalisme pour les annonces immobilières. Donc vous voyez sur cette vue qu'il y a beaucoup de choses à mentionner sur les annonces. Une annonce passée par un professionnel doit mentionner le montant TTC de ses honoraires et préciser les honoraires qui seront mis à la charge du locataire, en précisant aussi les honoraires qui seraient dus au titre de la réalisation de l'état des lieux. Que ce soit pour un professionnel ou pour un particulier, l'annonce doit préciser le montant du loyer mensuel avec le montant des charges récupérables. Le montant du dépôt de garantie doit aussi être prévu. Le caractère, le cas échéant, meublé de la location. Bien entendu, la commune dans laquelle se situe le bien et la surface du bien loué qui est exprimée en mètres carrés de surface habitable. Alors, une petite précision par rapport aux annonces locatives concernant la performance énergétique. Donc, une nouveauté pour les annonces à compter du 1er janvier 2022 pour les logements classés en F ou G par le DPE, qui sont nommés passoires énergétiques. Donc, une mention spécifique est exigée dans l'annonce. Elle sera rédigée de telle manière: logement à consommation énergétique excessive, classe F ou classe G.
Sachant que la loi a instauré ça à compter de janvier 2022 pour préparer en fait l'objectif de la loi climat et résilience d'août 2021 qui vise à ce que tous les logements atteignent une performance énergétique comprise entre A et E à compter du 1er janvier 2028. À savoir que les annonces doivent aussi indiquer le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques. Toujours avant le contrat, donc la préparation du dossier de candidature, il est important pour un locataire de bien préparer son dossier. Il est possible de constituer un dossier de location numérique pour un logement privé sur la plateforme Dossier Facile. C'est un service gratuit pour faciliter les recherches mises en place par le gouvernement. Donc sur le site indiqué www.dossierfacile.fr. Un certain nombre de pièces justificatives peuvent être demandées aux locataires, sachant que la liste de ces pièces pouvant être sollicitées est limitativement énumérée par un décret de 2015. Le bailleur pourra demander un justificatif de l'identité de l'éventuel futur locataire, un seul justificatif de domicile, une ou plusieurs attestations des activités professionnelles, et une ou plusieurs attestations de ressources. Attention, toute discrimination pour l'accès au logement est interdite. Personne ne peut se voir refuser la location d'un logement pour un motif discriminatoire qui serait lié à l'origine de la personne, à son sexe, à sa situation de famille, son état de santé ou un éventuel handicap, sous peine donc de sanctions pénales. Afin de sécuriser le paiement des loyers, le propriétaire va pouvoir demander un certain nombre de garanties. Le cautionnement, sachant que le cautionnement est un contrat écrit par lequel une personne appelée la caution s'engage auprès du bailleur à payer à la place du locataire si celui-ci ne remplit pas ses engagements. Un autre type de garantie, la garantie Visale. C'est un service gratuit de sécurisation des loyers proposé par Action Logement. Cette garantie est un contrat de cautionnement exclusif de toute autre garantie. Il ne pourrait pas être demandé, donc, s'il y a cette garantie Visale, le cautionnement, comme nous l'avons vu précédemment, ou une assurance loyer impayé, comme nous allons l'évoquer maintenant. En effet, le bailleur peut souscrire une assurance loyer impayé, appelée aussi GLI, garantie des loyers impayés, donc dans le cadre d'un contrat d'assurance classique. Et enfin, le contrat prévoit généralement que le locataire versera le paiement d'un dépôt de garantie, donc destiné à garantir l'exécution des obligations locatives concernant les dégradations, les éventuels impayés de loyer ou de charges, qui sera éventuellement restitué au moment du départ du locataire. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Alors nous allons aborder maintenant la formation du contrat, qui peut être bailleur, qui peut être locataire. Donc en fait, une ou plusieurs personnes physiques ou leurs représentants peuvent être bailleurs ou locataires ou une personne morale. Une personne morale, c'est par exemple une société civile immobilière. Voilà. Il y a deux possibilités, effectivement, pour conclure des baux. Alors, tout d'abord, le bail notarié, un peu moins courant. Le bail notarié est un acte authentique signé par le notaire et les parties. Le bail contient l'obligation de payer un loyer et le notaire, en fait, va délivrer au propriétaire ce qu'on appelle une copie exécutoire. Et la copie exécutoire, en fait, elle a la même force probante qu'une décision de justice. Donc, s'il y a des impayés de loyer, effectivement, c'est bien d'avoir un bail notarié. Et puis, vous le connaissez tous, quelque chose de beaucoup plus courant, le bail sous signature privée, c'est un bail qui est conclu entre particuliers ou avec un mandataire, par exemple, par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
Alors, le bail, normalement, est un bail écrit. C'est obligatoire par la loi. Néanmoins, en fait, une location verbale reste valable. Mais en fait, vous voyez que ça crée quand même un peu de nombreuses difficultés parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Donc, effectivement, on privilégie le bail écrit. Il y a un contrat type obligatoire, donc visé par le décret du 1er août 2015. Et ce bail doit être accompagné d'une notice d'information. Alors, quel est le contenu de ce bail ? Alors, il va y avoir, on a essayé de condenser, bien évidemment, tout ce qu'il y avait. Sinon, à 19h, on serait encore parmi vous. Alors, l'identité et l'adresse du bailleur, du locataire, bien sûr. La date et la prise d'effet du bail, puisque le bail en location nue a une durée de 3 ans. La description du logement, la surface habitable, la destination du logement, le montant du loyer et des charges avec les conditions de paiement, la révision du loyer, le montant de l'ancien loyer de référence, le dépôt de garantie, les garanties éventuelles, les travaux éventuels et les honoraires de location s'il y en a. Attention, effectivement, il y a un certain nombre de clauses qui sont interdites. Une clause qui, effectivement, prévoirait un prélèvement automatique, elle est interdite. Et une clause qui dirait, effectivement, je loue mon bien, avec des... il est interdit de louer, par exemple, à des gens qui auraient des animaux domestiques. Ça, c'est interdit. Sauf pour les chiens de catégorie 1 et 2, effectivement, ou s'il y a des Rottweilers, etc. Là, c'est possible d'interdire effectivement ce type de chien. Les annexes, les documents joints au bail. Donc quels sont-ils ? Il y a une note d'information, l'extrait du règlement de copropriété si le bailleur loue un bien en copropriété et l'état des lieux. On va faire un focus sur l'état des lieux. L'état des lieux, donc, il se fait à la remise des clés de manière contradictoire, c'est-à-dire à l'amiable entre les parties. Et puis, à défaut, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il sera fait par un huissier de justice. Et il y a un modèle, effectivement, qui est issu du décret du 30 mars 2016. Le but est que l'état des lieux, qu'il soit d'entrée ou de sortie, doit être précis, puisque c'est la comparaison de l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie qui va permettre la restitution au locataire en place de son dépôt de garantie. Alors, à ce contrat de bail, il y a ce qu'on appelle un dossier de diagnostic technique. Alors, on vous l'a mis sous forme de tableau. Alors, il y a le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui informe sur la consommation moyenne en énergie, le contrat de risque d'exposition au plomb pour les biens antérieurs au 1er janvier 1949, l'état des risques naturels, technologiques et miniers, qui informe sur les risques environnant le logement, l'état de l'installation intérieure électrique et l'état de l'installation de gaz. Si l'installation a plus de 15 ans, l'installation de gaz et d'électricité a plus de 15 ans. Et puis l'état relatif à l'amiante. Ce sont pour les logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Mais il ne doit pas être à proprement parler annexé au contrat de bail. Il doit être juste tenu à la disposition du locataire, puisqu'on est en attente de la parution du décret depuis un certain nombre d'années. Nous l'attendons patiemment, mais pour l'instant, il n'est pas. Donc, nous allons maintenant passer à l'exécution du contrat et en voyant les obligations des parties, à savoir les obligations d'une part du locataire et les obligations du bailleur. Première obligation du locataire, payer le loyer et les charges à la date fixée dans le bail. Les charges donc correspondent aux dépenses faites par le bailleur dont il peut demander le remboursement au locataire. On peut distinguer 3 grands types de charges de dépenses récupérables. Les frais entraînés par les services liés au logement, les dépenses d'entretien et les petites réparations des parties communes de l'immeuble,
les taxes locatives qui correspondent à des services dont bénéficie le locataire. Donc notamment la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et aussi au niveau fiscal, la taxe d'habitation est due par l'occupant au 1er janvier, donc par le locataire s'il occupe le bien au 1er janvier. Autre obligation du locataire, respecter l'usage prévu du logement. Alors l'usage des locaux effectivement va être mentionné dans le bail. Si le bail prévoit qu'il s'agit d'une habitation exclusivement, le locataire ne pourrait pas l'utiliser à titre professionnel par exemple. Le locataire ne doit pas transformer les lieux sans l'accord écrit du bailleur. Le locataire doit répondre des dégradations qu'il commettrait dans le logement, sauf s'il pouvait prouver, par exemple, que ces dégradations étaient dues à la force majeure, à une malfaçon, à une faute du propriétaire ou à la faute d'une personne qui se serait introduite dans le logement sans l'accord du locataire. Autre obligation du locataire, souscrire une assurance locative. Donc il doit en justifier à la remise des clés. Il doit délivrer son attestation d'assurance, sachant que c'est une cause de résiliation de bail si toutefois le locataire ne souscrivait pas d'assurance. Il doit prendre en charge l'entretien courant du logement, donc ce qu'on appelle les réparations locatives. Donc ce sont les petites réparations et l'entretien courant du logement. On peut citer comme exemple, par exemple, changement du mécanisme de la chasse d'eau et les joints des robinets, par exemple. Alors souvent, en fait, nous avons des questions sur les réparations locatives. En fait, c'est assez simple parce qu'il y a un décret du 26 août 87 qui date un peu. Et en fait, dans ce décret, on trouve tout ce que doit payer le locataire. Après, il y a des interprétations et puis il y a de la jurisprudence qui vient un petit peu étoffer ce décret. Mais c'est assez facile, c'est pas au petit bonheur la chance. Mais effectivement, toutes les réparations locatives, en fait, tout ce qui est petite réparation, ce sont des réparations locatives. Alors, si nous passons maintenant aux obligations du bailleur, donc le bailleur est obligé de délivrer une quittance de loyer qui détaille les sommes versées en distinguant le montant du loyer et le montant des charges. Et donc, elle est transmise gratuitement. Elle peut l'être par mail si le locataire a donné son accord. Le bailleur est obligé de délivrer un logement décent, c'est-à-dire un logement en bon état de fonctionnement, disposant d'équipements, offrant un confort minimal qui ne met pas en danger la santé ni la sécurité du locataire. On reviendra dans la vue, les une ou deux vues suivantes sur la décence. Le propriétaire bailleur doit assurer la tranquillité du locataire en lui assurant une jouissance paisible. Par exemple, un propriétaire bailleur ne peut pas entrer dans le logement loué sans l'accord du locataire pour vérifier le bon entretien ou le faire visiter. Autre obligation, donc le propriétaire doit fournir un logement équipé d'un détecteur de fumée et il devra prendre en charge tout ce qui est grosse réparation. On a vu tout à l'heure donc le principe des réparations locatives, menu réparation à la charge du locataire. Tout ce qui n'est pas menu réparation deviendra donc grosse réparation et à la charge du propriétaire bailleur. Sachant que ce dernier doit souscrire aussi une assurance propriétaire non occupant. Alors, donc, pour revenir un petit peu sur la décence du logement, donc c'est un décret du 30 janvier 2002 qui fixe les caractéristiques du logement décent, donc qui doit assurer, comme on l'a vu, la sécurité physique et la santé des locataires, qui prévoit les normes de surface minimale et de volume des pièces,
qui mentionne les éléments d'équipement et de confort indispensables et les qualités énergétiques minimales. Alors là, on a fait un petit focus sur la décence énergétique qui fait l'objet d'une évolution dans le temps. Donc, à savoir que depuis le 1er janvier 2018, un logement décent doit être étanche à l'air et pourvu d'une aération suffisante. Voilà où on en est aujourd'hui par rapport aux obligations sur la décence énergétique. Donc ça évolue, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, pour être qualifié de décent, le logement devra avoir une consommation d'énergie estimée par le DPE inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, ce qui revient à une classification au plus en F. Et la loi climat et résilience donc de 2019 renforce encore les obligations du bailleur et les adapte aux nouveaux contenus du DPE. Donc, sachant qu'à compter du 1er janvier 2025, un logement décent devra être compris dans les classes entre A et F. Ensuite, à partir du 1er janvier 2028, entre A et E. Et en janvier 2034, entre les classes A et D. Bon, c'est le programme qui est prévu actuellement. On verra si ça change ou pas. Et sachant qu'une autre obligation à compter de cette année, à compter du 25 août 2022, il ne sera plus possible d'augmenter ou de réviser les loyers des logements qui sont classés en catégorie F ou G. Mais alors ça ne vise pas les contrats de location qui seraient en cours à cette date-là, mais uniquement les nouveaux contrats ou les contrats renouvelés ou reconduits. Donc en fait, l'exclusion, c'est juste pour les contrats de location en cours. Alors, nous arrivons maintenant à la fin du bail pour la location nue. Alors, le locataire peut donner à tout moment congé à son propriétaire, soit par lettre recommandée, soit par remise en main propre ou par huissier, en respectant un préavis de 3 mois. Ça, c'est le principe. L'exception, c'est que, en fait, il peut donner un préavis en donnant un préavis d'1 mois quand le bien est situé en zone tendue, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Pour les locataires dont l'état de santé justifie un changement de domicile, pour cela, il faut présenter un certificat médical. Pour les bénéficiaires du RSA ou de la location adulte handicapé, et pour le locataire qui s'est vu en fait attribuer un logement social. Attention, les préavis donnés par les locataires par mail ou par SMS ne sont pas encore reconnus. Alors, au niveau du bailleur, le bailleur ne peut pas donner son préavis à tout moment. Il doit le donner 6 mois avant la fin du bail, c'est-à-dire 6 mois avant la fin de la période triennale, 3 ans. Hein. Donc, il peut donner congé pour vendre, pour reprise pour réhabiter avec ses proches et pour motif légitime et sérieux. C'est par exemple un locataire qui ne payerait pas de loyer après 1 ou 2 mises en demeure de la part du propriétaire par lettre recommandée. Effectivement, on pourrait lui donner congé pour juste motif. C'est acté par la jurisprudence. Alors, à la fin du bail, il y a ce qu'on appelle un état des lieux de sortie, qu'il faut faire aussi de manière très détaillée pour donc avoir son dépôt de garantie. Et puis, la remise des clés, doit être faite en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La restitution du dépôt de garantie, donc le bailleur va remettre le dépôt de garantie au locataire dans un délai d'1 mois, si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, et dans un délai de 2 mois si ce n'est pas le cas. Donc sur justificatif de devis ou facture. La loi vous dit que ça doit être dûment justifié, donc production de devis ou facture.
Alors, après la première grande partie, nous avons vu les locations nues. Nous allons maintenant voir les locations meublées. Alors, dans ce cadre-là, on va parler du bail meublé habitation principale, de la location meublée saisonnière et du bail mobilité. Alors, en fait, on ne va pas tout redétailler comme on l'a fait pour la location nue parce que c'est un peu trop long. Donc, comme on est limité dans la présentation, donc on a décidé de faire beaucoup plus simple et en fait un tableau comparatif pour bien voir les différences entre les différents cas. Sachant qu'on ne va pas s'apesantir sur la location meublée saisonnière puisque le but c'est plus de s'attacher à l'habitation principale du locataire là où il vit et pas à son lieu de vacances. Donc on va se concentrer sur le bail meublé ordinaire, enfin qu'on va appeler ordinaire, réglementé par la loi du 6 juillet 89, et le bail mobilité qui lui aussi est réglementé par la loi du 6 juillet 89, mais qui fait l'objet de 1 ou 2 articles puisque c'est une réglementation vraiment spécifique. Donc concernant la durée du bail, on va être sur une durée pour un bail meublé ordinaire d'1 an avec tacite reconduction. Il peut être éventuellement réduit à 9 mois sans tacite reconduction uniquement pour les étudiants. Le bail mobilité, lui, c'est sa spécificité, c'est pour ça qu'il a été créé, c'est qu'il va être sur une durée courte, puisque la durée va de 1 mois à 10 mois maximum, sans tacite reconduction ni renouvellement. Donc le but est vraiment de pouvoir loger les gens sur un temps court. Donc les locataires éligibles pour le bail meublé classique, on va être sur toute personne en capacité de contracter. Par contre, le bail meublé mobilité, lui s'applique, vise les étudiants, les apprentis, les stagiaires, les personnes en service civique ou en mutation professionnelle ou en mission temporaire, et que ce soit la résidence principale ou non. Donc voilà, c'est vraiment un public précis, ciblé par la loi pour bénéficier de ce bail mobilité. Le dépôt de garantie en bail meublé classique sera de 2 mois maximum, et en bail mobilité, on ne pourra pas demander de dépôt de garantie aux locataires, ce qui est effectivement un avantage, et sachant que le propriétaire, lui, n'est pas perdant dans l'histoire, puisqu'en fait, tout locataire qui a un bail mobilité a droit à la garantie Visale. Donc il y a bien une garantie pour le propriétaire bailleur. Par rapport à la résiliation du contrat, en bail meublé ordinaire, on va être sur une possibilité de donner congé à tout moment avec un délai de préavis d'1 mois, alors que, la même chose pour le bail mobilité. La résiliation du bailleur, bail meublé classique, le bailleur peut donner congé uniquement pour la date d'échéance du bail comme en location nue. Par contre, le délai de préavis, au lieu d'être de 6 mois, sera de 3 mois. Les motifs, eux, restent les mêmes. La vente, la reprise du logement ou motif sérieux et légitime. Dans le bail mobilité, il n'est pas prévu en fait de congé pour le bailleur puisque c'est un bail à durée réduite. Par contre, bien sûr, il y aurait possibilité de résilier le bail avec un motif légitime qui serait une faute du locataire, défaut de paiement, gros problème de voisinage, enfin, ce genre de choses. Concernant les charges locatives, dans le bail meublé ordinaire, on va être soit des provisions sur charge, soit un forfait de charge. Et par contre, pour le bail mobilité, toujours tenant à sa durée courte, on va être sur un forfait puisqu'il serait compliqué effectivement de faire une régularisation des charges. Donc voilà, je vais pas... le reste est un petit peu... ça a moins d'intérêt, enfin c'est sur le PowerPoint, mais on va pas développer ça maintenant. Alors,
On va parler un petit peu de la fiscalité puisque les revenus issus de la location d'un logement sont bien sûr imposables. La fiscalité du propriétaire bailleur dépend de la nature en fait des revenus, des parts de la nature du bail en fait. On va distinguer la fiscalité de la location vide de la fiscalité de la location meublée. La location vide est soumise au régime de revenus fonciers. Alors, on va distinguer deux cas, je vais essayer d'être brève. Jusqu'à 15 000 euros de revenus locatifs par an, le régime du microfoncier s'applique automatiquement. Le revenu net imposable est calculé après déduction d'un abattement forfaitaire de 30%. Le propriétaire peut toutefois choisir le régime réel si les dépenses déductibles sont supérieures, bien sûr, à l'abattement. Au-delà de 15 000 euros de revenus locatifs par an ou sur option, le régime réel s'applique. Le revenu net imposable est calculé après déduction de certaines dépenses. Voilà la fiscalité de manière très brève pour la location vide. Qu'en est-il pour la fiscalité de la location meublée ? La location meublée d'une chambre ou d'un logement est soumise aux bénéfices industriels et commerciaux, BIC, jusqu'à 72 600 euros de revenus locatifs par an. Le régime dit micro-BIC ou micro-entreprise s'applique. Le régime net imposable est calculé, pareil, après déduction d'un abattement de l'administration fiscale de 50%. Le propriétaire peut toutefois choisir le régime réel si, bien évidemment, les dépenses déductibles sont supérieures à l'abattement forfaitaire. Au-delà de 72 600 euros de revenus locatifs par an, le régime réel s'applique et le revenu net imposable est calculé après déduction des dépenses. Voilà de manière très synthétique la fiscalité en matière de location nue et la location meublée. Sous certaines conditions, le bailleur qui réalise un investissement locatif ou qui met en location un bien peut bénéficier d'un avantage fiscal. Alors, nous allons voir le dispositif Pinel, Censi-Bouvard, de Normandie et Locavantage. Le dispositif d'aide Pinel, de manière très brève, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais y passer des heures pour chaque dispositif, mais je vais essayer de condenser, je vous le promets. Le dispositif d'aide Pinel permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 12% pour l'acquisition ou la construction d'un logement neuf en contrepartie d'un engagement à louer un bien nu à usage d'habitation principale et à un prix inférieur à celui du marché pendant une durée minimale de 6 ans. Ce dispositif peut être prolongé en option de 9 à 12 ans. Voilà pour le dispositif Pinel. Pour le dispositif Censi-Bouvard, il permet une réduction d'impôt sur le revenu à la suite d'une acquisition d'un logement neuf ou en état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Ce logement doit être destiné à la location meublée exercée à titre non professionnel. Il est destiné à des publics spécifiques et ils doivent être situés dans certaines structures. Le dispositif par la loi de finances a été prolongé jusqu'en 2022. On a aussi l'investissement locatif dans l'ancien avec le dispositif de Normandie. La loi de finances pour 2019 avait instauré une réduction d'impôt dite de Normandie ancien pour les acquisitions de logements qui ont fait ou qui font l'objet de travaux de rénovation, ainsi que pour les acquisitions de locaux affectés à un usage autre que l'habitation, qui font l'objet de travaux de transformation en logement. Pour bénéficier de ce dispositif fiscal de Normandie, donc le logement doit faire ou avoir fait l'objet de travaux d'amélioration représentant au moins 25% du coût total de l'opération. Le logement doit être situé dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation du territoire. Voici pour le régime de Normandie. Alors passons au régime Locavantage qui va être développé par ma collègue de Rénovéco. Donc le dispositif Locavantage, il avait été programmé jusqu'au 31 décembre 2024 puisque Locavantage prolonge et remplace le dispositif loué abordable, dit COS,
dont l'échéance était prévue au 31 décembre 2022. Il va renforcer et simplifier ce dispositif de réduction d'impôt qui est accordé aux propriétaires de logements qui louent leurs biens à un montant inférieur au loyer du marché local dans la France entière et non plus seulement dans les zones définies en déficit de logement. 6 conditions sont à respecter pour en bénéficier. Alors, première condition, il faut louer un bien non meublé pour une durée minimale de 6 ans. Ne pas dépasser un montant de loyer maximum de loyer. 3 niveaux sont possibles avec LOC 1, LOC 2, LOC 3. Ma collègue va vous les détailler. Elle vous donnera un exemple concret qui va montrer un peu ce dispositif. Il faut louer le bien en tant que résidence principale à un locataire ayant des revenus inférieurs à des plafonds de ressources qui sont fixés par l'État. Il faut passer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, ne pas louer à un membre de sa famille et ne pas louer une passoire thermique, donc soit tout logement classé en étiquette F et G. Donc ma collègue va vous donner un petit exemple concret de LOC Avantage parce que je crois qu'elle a focalisé sur son intervention là-dessus. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à notre agence qui est située 4 rue Paul Cabet. Nous sommes également visibles sur la toile, donc avec un site, nous sommes sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Madame Manière. Merci. Merci. Dispositif, c'est de massifier la captation des logements privés avec des loyers maîtrisés dans les zones tendues. Et puis, bien sûr, le but, c'est de rendre ce dispositif plus attractif, lisible et visible que ne l'était peut-être le fameux louer abordable précédemment. Donc, il faut que le logement ait plus de 15 ans et qu'il soit en étiquette énergétique minimum D après les travaux. Ce qui est complètement cohérent avec ce qui vous a été présenté précédemment, puisque vous l'avez compris, dans les 10 années qui vont venir, petit à petit, il y aura interdiction des étiquettes les plus énergivores et l'étiquette E, donc juste après D, sera du coup interdite à l'horizon 2034. Donc c'est normal que dès à présent, on vous demande que les travaux que vous engageriez dans votre logement locatif permettent d'atteindre au maximum la fameuse étiquette D. Il faut que ces travaux, en plus d'atteindre l'étiquette D au maximum, permettent aussi un gain significatif, et donc 35%. Et puis, il faut aussi que les travaux que vous allez faire n'engendrent pas une augmentation de consommation de gaz à effet de serre à l'issue des travaux. Ce serait quand même peu cohérent. Comme on vous l'a présenté juste avant, il faut en fait que le bailleur s'engage à conventionner pendant les 6 ans qui suivront les travaux à un fameux loyer plafonné. Donc, il y a ces 3 niveaux de loyer, sont les fameux LOC 1, LOC 2, LOC 3. Et donc, plus que de grands mots, il y a donc un petit lien. Alors évidemment, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais c'est sur le site de l'ANA. Vous tapez propriétaire bailleur, LOC Avantage, simulez votre projet. Et en fait, c'est vraiment un simulateur très facile. Vous renseignez votre département, votre commune, et puis la surface habitable fiscale du logement. Et puis là, comme ça, vous pourrez savoir un petit peu les fameux plafonds de loyer à ne pas dépasser. Alors, ces fameux au-delà du fait qu'il y a des plafonds de loyer, il y a aussi des plafonds de ressources pour les locataires qui y vivront. Donc 3 plafonds de ressources de locataires par rapport aux 3 plafonds de loyer, LOC 1, LOC 2, LOC 3. Les travaux que vous entreprendrez, il faut qu'ils soient fournis et posés par des entreprises reconnues garantes de l'environnement, les fameuses RGE. Et puis, si jamais vous entreprenez pour plus de 100 000 € hors taxes de travaux, il faudra faire appel à une maîtrise d'œuvre.
Bien sûr, les travaux ne doivent pas commencer avant que les différents financeurs, à savoir l'ANA et puis nous, la métropole sur Dijon Métropole, ne vous aient adressé la fameuse notification d'octroi de la subvention. C'est le go pour pouvoir lancer les travaux sereinement et être sûr d'avoir les subventions en bout de course. Alors, un petit tableau pour vous montrer que les subventions, vous voyez, évidemment, plus vous choisissez un LOC 2 ou 3, plus les subventions de l'ANA sont conséquentes, de 20 jusqu'à 45% des travaux. Évidemment, il y a un plafond de travaux. Et puis, ce plafond peut augmenter sensiblement si vous partez à la base d'un logement qui est très dégradé. À cela s'ajoute une prime de l'État, la prime Sérénité, de 1 500 ou 2 000 euros. Une prime de réservation de 2 000 euros qui est doublée si vous êtes dans la commune de Dijon. Une prime de réduction de loyer qui correspond à 3 fois la subvention que la métropole peut octroyer, et on la verra juste après. Et puis ensuite, des primes si vous passez par une agence d'intermédiation locative. Donc, plutôt que de ces montants finalement ne vont pas vous dire grand-chose. L'exemple que je vais développer juste après vous permettre en fait de vous rendre compte c'est quoi ces sommes, ça représente quoi par rapport à potentiellement un projet de rénovation. Et puis donc quand même vous renseignez d'autres sources de financement, donc Dijon Métropole qui abonde assez sensiblement à hauteur de 70 € du mètre carré et voire 100 € du mètre carré si vous choisissez le LOC 3. Une prime si les gains énergétiques sont un petit peu plus élevés que ce que demande la loi. On a dit que c'était 35%. Si vous allez jusqu'à 40%, il y a un petit bonus. Et puis, bien sûr, tout ça est cumulable avec une aide de la région. Si vous faites vraiment des travaux permettant une sensible économie d'énergie et permettant d'atteindre en fait la fameuse étiquette B ou vraiment le haut de l'étiquette C, ce qu'on appelle en fait nous le niveau BBC rénovation. Et là la région donne une aide assez conséquente de 4 000 € qui peut aller jusqu'à 6 000 € si vous atteignez même les niveaux qu'on trouve aujourd'hui dans le neuf. Donc le BBC mais neuf. Tout ça encore une fois se cumule. Là, on a parlé des subventions aux travaux, que je vais encore une fois vous illustrer dans quelques instants, mais il y a aussi des avantages fiscaux. Donc, application d'un taux de réduction d'impôt en fonction du loyer, LOC 1, LOC 2, LOC 3. Et puis, vous pouvez en fait conventionner avec ou sans travaux. C'est-à-dire que si le logement est déjà plutôt économe, que vous avez fait des travaux il y a déjà quelques temps, qu'il est peut-être classé en C ou en D, eh bien, vous pouvez du coup conventionner avec l'ANA sans refaire de travaux et bénéficier de ces avantages fiscaux. Les avantages fiscaux sont dans la première colonne, ce qu'on appelle sans agence d'intermédiation locative, donc des avantages fiscaux de 15 à 35%. Et puis, ils sont augmentés si vous, en plus, vous faites appel à une agence d'intermédiation locative. Alors, mettons tout ça en illustration avec l'exemple d'une rénovation d'un logement qui était très dégradé, typiquement un T1 sur la ville de Dijon. Voilà, il fait 26 mètres carrés avec une cave. Du coup, la surface habitable fiscale, la fameuse, c'est 29 mètres carrés. Le propriétaire bailleur va faire un projet assez conséquent de rénovation énergétique qui va permettre de générer à l'issue des travaux 80% d'économie d'énergie. Mais pourquoi? C'est parce qu'aussi il part d'une base très dégradée. Donc le bon est d'autant plus sensible. Donc vous voyez, il va pouvoir sortir de l'étiquette F pour atteindre une étiquette C. Alors là, 123 kWh par mètre carré par an, c'est vrai que du coup, c'est dommage parce qu'on est juste un poil au-dessus de ce qu'on appelle le niveau BBC rénovation. Donc dans ce cas de figure, le propriétaire bailleur, n'a pas pu mobiliser la fameuse aide de la région.
Mais à un moment donné, et c'est là tout le jeu de nos accompagnateurs, de nos conseillers, que de vous conseiller au mieux pour savoir à quel moment vous rentrez aussi dans votre investissement par rapport à aller chercher le dernier kilowattheure à grand surcoût de travaux, ou voilà, ne pas mobiliser cette subvention, mais pouvoir faire un bouquet de travaux tout de même très, très notable. Donc le bailleur a choisi le conventionnement LOC2. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on choisit le conventionnement LOC2 dans ce cas de figure? Ça permet, vous voyez, du côté de l'ANA, d'avoir donc une certaine manne de financement, près de 10 000 € pour une subvention travaux, une subvention de prime de réduction de loyer de plus de 4 000 €, et puis la fameuse prime sérénité de 2 000 €. De son côté, Dijon Métropole vous octroie 2 000 € de subvention travaux en complément, et puis comme là, évidemment, le gain énergétique était bien supérieur à 40%, ils ont eu les 1 000 € complémentaires. Ce qui nous fait quand même une enveloppe subvention de 19 000 €. Donc le reste à charge du propriétaire bailleur, s'il ne fait pas appel à l'agence d'intermédiation locative qui permettait des subventions complémentaires, on l'a vu tout à l'heure, le reste à charge il est de un peu plus de 8 000 €. Et il aurait eu 3 000 € de subventions supplémentaires s'il avait fait appel à cette agence d'intermédiation locative. Et donc du coup son reste à charge aurait été de un peu plus de 5 000 €. Donc LOC2. Dans le cas de figure de ce logement, par rapport à la surface, etc., le loyer, vous voyez, il est de 262 €. Au mètre carré, c'est 9,02 €. Et donc, on vous rappelle à côté le petit lien pour faire les simulations. Et surtout, la réduction d'impôt. Tous les ans, le bailleur va pouvoir bénéficier d'une réduction fiscale, donc de un peu plus de 1 000 € par an s'il ne fait pas appel à l'agence d'intermédiation locative, et de 1 257 € par an s'il fait appel à cette agence. Du coup, petit calcul, et c'est finalement ça le plus important, c'est ce qui est écrit en rouge. Partant du reste à charge que je vous ai montré juste avant, 8 300 ou 8 400 ou 5 400, ramené au fait qu'il va pouvoir bénéficier de réduction d'impôt pendant les 6 années du conventionnement, de quoi on se rend compte, c'est que s'il ne fait pas appel à une agence d'intermédiation locative, son projet de travaux, il est amorti en 8 ans, et en 4 ans, s'il fait appel à cette agence. Il faut bien se rendre compte qu'au-delà de faire marcher la calculette et de regarder un petit peu son retour sur investissement, c'est se dire aussi que vous avez réinvesti durablement dans votre patrimoine, au-delà même de savoir à partir de quelle année vous rentrez dans vos clous. C'est demain avoir, dans le cas de figure de cet exemple, vous voyez, un logement T1 bis qui est dans le haut de l'étiquette C et qui demain sera évidemment valorisé sur le marché de l'immobilier assez durablement. Alors, j'en ai fini pour ce petit exemple illustrant le dispositif LOC Avantage. Mais on ne pouvait pas terminer cette intervention et cette conférence à vous, propriétaires bailleurs, sans vous rappeler que bien sûr, il y a d'autres sources de financement de travaux, avec la fameuse MaPrimeRénov' qui s'est ouverte aux bailleurs. Donc, elle est cumulable également avec des certificats d'économie d'énergie. Elle est en fonction des ressources des bailleurs, pas des locataires, des bailleurs. Et puis, il faut quand même noter qu'elle n'est pas ouverte au SCI et qu'en fait, il y a deux approches possibles. L'approche geste par geste, c'est-à-dire poste par poste de travaux, vous pourrez avoir des petits financements. Très clairement, ça va
pas forcément changer la phase du projet. Et en termes de financement, nous, c'est un petit peu de l'à-coup, un petit peu du one-shot. Si vous recherchez une approche globale avec un bouquet de travaux permettant d'avoir des économies sensibles d'énergie pour vos locataires et donc une valorisation de votre bien sur le marché de l'immobilier, il faut plutôt envisager une approche globale et ça vous permettra de générer un peu plus de subventions. Mais moins que si vous passez par le dispositif Loc Avantage. Et donc, pour creuser ce sujet, évidemment, venez nous voir sur le stand Rénovéco, encore une fois avec une permanence des juristes de la DIL également. Voici nos coordonnées pour nous rappeler. On a donc une équipe de conseillers qui vous donne des conseils techniques, financiers. Et puis, si vous êtes intéressé par le dispositif Loc Avantage, là, vous pouvez être accompagné de bout en bout par notre prestataire qui s'appelle Solia et qui vous prend en charge jusqu'à l'obtention des financements. Je vous remercie. Je remercie mes consoeurs de la DIL pour toute la première partie de la présentation. Et puis, je vous retrouve sur notre stand.